Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans un endroit splendide, Magnifique. très bel endroit, Ram Dwivedi. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer, je t'ai rencontré, mais t'interviewer sur Fréquence Populaire, car nous sommes un peu à Fréquence Populaire une fenêtre sur les pays qu'on appelle BRICS, le Sud global, cette zone immense, très mal connue des Français. Or, toi, tu es entrepreneur, tu es enseignant aussi à l'école de guerre économique, à côté d'école militaire, une très très belle école. Heureusement qu'elle est là, car la guerre économique n'est pas encore totalement intégrée dans les esprits en France. Tu es franco-indien, et donc tu as un double regard sur le monde. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien, merci de m'accueillir. Donc toi, tu es le plus souvent en Inde, en fait. Moi, j'habite en Inde depuis longtemps. J'ai deux activités. Une, je suis un industriel. J'ai un laboratoire de recherche, donc je fais des batteries, des drones, des véhicules militaires, du matériel militaire. Et après, j'ai un autre laboratoire de recherche, mais qui fait de la géopolitique et du renseignement. Et je fais des négociations. Je fais que des sujets qui sont en dehors de l'Inde, mais liés à l'Inde, on va dire, avec d'autres pays comme la Chine notamment. Voilà. Et je suis enseignant en France à l'école de guerre économique, école que j'ai faite moi-même il y a très longtemps. Et je suis enseignant en Inde aussi à Delhi University, à Delhi School of Economics, et à une petite université qui s'appelle Rishihood University. Incroyable. Un gros emploi du temps, hein, on peut supposer. Il y a beaucoup de sujets entre l'Inde et la France qui ne sont pas gérés par les ambassades, que j'ai fait sur le côté. Je pense au déjeuner entre l'homme le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani, et Emmanuel Macron. C'était moi qui l'avais organisé. Donc, quand c'est des sujets un peu en dehors des circuits diplomatiques classiques, j'essaye d'aider un peu. Et voilà, j'ai grandi à Paris entre mes 4 et 24 ans, on va dire, et après j'ai vécu en Inde. Mais c'est dans la diplomatie parallèle en plus. C'est ça, exactement. Donc, si je comprends bien, tu as une entreprise qui fait des batteries pour des drones, du matériel militaire. Ouais. C'est au cœur de l'actualité. Ouais, absolument, ouais. C'est le bon moment. On a commencé il y a super longtemps. À l'époque, c'était pas du tout dans l'actualité. Et je pense que l'histoire nous a donné raison. Honnêtement, je pense qu'on ne savait pas trop grand-chose à l'époque, mais actuellement, ouais, c'est le bon secteur où il faut être. C'est l'art de la guerre Exactement. change considérablement avec les drones, les missiles, les nouveaux systèmes d'armes. Ok, et d'ailleurs, l'Inde n'est pas connue comme étant un grand acteur de drones militaires, mais en fait, c'est juste parce qu'on est ignorant. Il y a beaucoup d'entreprises, ouais. Ça reste un des très très gros budgets militaires sur Terre. On a 90 milliards de dollars de budget par an. Donc il y a les États-Unis qui sont très loin devant, la Chine qui sont un peu en dessous des 300. L'Inde respecte la règle du 1 à 3 avec le deuxième qui est la Chine, et c'est toujours d'avoir un tiers du budget chinois. Et puis après, il y a pas mal de pays qui grenouillent dans ces eaux-là, la Russie aussi, voilà. Mais c'est un énorme budget militaire. Il y a beaucoup d'investissements dans la recherche. Moi, j'ai bénéficié, j'en suis un bénéficiaire total, hein, d'un programme indien qui permet à toutes les boîtes qui font moins de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an de vendre sans appel d'offres au gouvernement indien. L'Inde a une grosse bureaucratie, c'est compliqué. J'ai jamais réussi à gagner un appel d'offres classique en Inde avec l'armée indienne, mais du coup, grâce à ce programme-là, j'ai pu vendre des véhicules, du matériel militaire, ainsi de suite, sans appel d'offres, ce qui est super. Et c'est super dynamique. Et puis après, il y a une scène start-up générale hors défense qui est énorme en Inde. Il y a plus de start-up en Inde que dans toute l'Europe réunie. Il y a plus d'argent dans les start-up en Inde que dans toute l'Europe réunie. Il y a plus de licornes en Inde que dans toute l'Europe réunie. Donc il y a une grosse scène tech en Inde, qui a la chance d'avoir beaucoup de transfuges avec la Silicon Valley, comme il y a beaucoup d'Indiens aux États-Unis. C'est super connecté. Et il y a beaucoup de capitaux et beaucoup d'échanges de tech entre les deux pays. Alors, toi qui as ce double regard franco-indien sur le monde, nous, l'impression qu'on a à Fréquence Populaire, en allant ailleurs, en étant nous-mêmes ouverts au reste du monde, que l'Inde est très très mal connue. Ouais. Et toi qui vois des deux côtés, est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'Inde est mal connue en France? Alors que c'est un pays de 1,4 milliard d'habitants, c'est quasiment un continent à lui tout seul. Je pense qu'en France, il y a un vrai tropisme américain, par les séries, par la musique, par la pop culture, et ils sont très forts, hein, ils ont le meilleur soft power au monde, donc faut absolument le reconnaître ça. L'Inde a un soft power qui est très faible, fait de la culture pour elle-même, s'intéresse pas vraiment au reste du monde. Donc je pense que le premier coupable, faut pas remettre la faute sur les Français s'intéressent pas à l'Inde, c'est que l'Inde s'en fiche un peu d'exporter sa culture, son pays, ainsi de suite. Après, il y a une diaspora française, mais comme la plupart des pays, qui est très 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 faible en Inde. Il y a 7000 Français en Inde, dont 5000 Pondichériens, qui sont à Pondichéry, ville charmante que j'invite tout le monde à visiter, mais qui est une petite ville de province, on va dire. Et puis après, si on retire les retraités, les gens qui travaillent à Une ville de combien de millions d'habitants? Je sais pas, il y a 1 million d'habitants en tout. Il y a 75 îles de plus d'1 million d'habitants en Inde, donc c'est vraiment pas une grande ville. C'est un Union Territory en Inde, c'est un statut un peu particulier, c'est pas vraiment une ville. Et
il doit y avoir quelques centaines de Français qui travaillent vraiment en Inde. Si on retire l'ambassade, les retraités, les maris ou enfants d'expats ou femmes d'expats, et ensuite, il reste une micro-communauté française qui est super sympa, qui est très dynamique, mais qui est toute petite. Et puis après, il n'y a pas du tout aussi d'articles. Honnêtement, ce que tu fais, c'est exceptionnel de parler de l'Inde. Je pense vraiment, hein. C'est qu'il y a très très peu de presse sur l'Inde. Et puis après, les réseaux de presse qui parlent de l'Inde, c'est un truc sur lequel je travaille énormément, sont très anti-Inde. Je peux le dire de manière très simple, c'est que la plupart des journalistes qui écrivent sur l'Inde, que ce soit Le Monde, si je prends en France, mais New York Times, Washington Post, ainsi de suite, si on regarde le nombre d'articles qu'ils écrivent, donc ils sont des correspondants locaux qui vivent à Delhi pour la plupart, enfin tous, ils habitent tous à Delhi d'ailleurs, beaucoup sont des Indiens, quelques-uns sont des étrangers qui vivent à Delhi. Ils écrivent à peu près 200 articles en moyenne sur 3 ans, c'est à peu près ça ce que j'observe, et ils ont 0% d'articles positifs. C'est-à-dire que la plupart des correspondants locaux qui vivent en Inde écrivent toutes les semaines, voire plusieurs articles par semaine depuis 2 ans, 3 ans, 7 ans pour certains en Inde, et ils n'ont jamais écrit un article positif sur l'Inde. Ah mais ça c'est vraiment, Ram, c'est vraiment génial ça, parce que j'avais cette impression, moi ayant vécu en Russie, j'ai l'impression que il y avait que des articles négatifs sur la Russie, mais parce que c'est conflictuel, il y a eu la Crimée, la guerre. Bon, ok, pourquoi pas. Mais les Chinois me disent, c'est pareil, ça en général, alors, modulo les succès technologiques, pour les Chinois, mais pour le reste, c'est négatif. Tu me dis que l'Inde, c'est négatif. La Chine est plutôt bien réussie. Par rapport à là où ils partaient, ils ont un grand plan que j'ai beaucoup étudié sur comment ils ont fait. Et puis après, ils essaient de passer par des influenceurs, par d'autres choses. Oui, ils vont avoir des villes. Ils ont fait une ville témoin. Ils disent c'est la plus grande ville du monde, pas du tout la plus grande. C'est même pas la plus grande ville en Chine. Dans un endroit, ils ont invité beaucoup d'influenceurs pour faire ça. Et puis ça faire des gros coups de com par moment sur leurs drones ensuite. Et d'ailleurs, techniquement, ils sont super forts. L'Inde n'a jamais réussi à faire ça. Il n'y a pas de soft power indien. Et effectivement, la presse sur l'Inde est très négative. Et j'ai pas du tout de problème à ce qu'il y ait des articles négatifs sur l'Inde. Si un journaliste veut me dire qu'il s'est pollué à Delhi, j'habite à Delhi depuis, je sais pas, 13-14 ans, ouais, en novembre-décembre, c'est très très pollué. Je pense que c'est très bien que les gens parlent de ça. Mais quand il y a un succès dans le spatial, dans la tech, ou juste le fait que c'est la plus grosse croissance du monde depuis des années, l'Inde sort 30 millions de gens de la pauvreté tous les ans, à un moment c'est intéressant de le voir. Mais il y a des pays qui le font, par exemple, certains pays africains, comme le Nigeria, certains pays d'Amérique du Sud, regardent l'Inde comme un modèle, sur certains, l'Inde n'est pas du tout un modèle sur tout, mais sur certains secteurs, comme un modèle, mais c'est pas le cas de la France du tout, ou des pays occidentaux en général. Parce que l'impression moyenne que j'ai, y compris avec des journalistes, quand on parle d'Inde, allez, je vais caricaturer un tout petit peu, mais quasiment pas. C'est que c'est des restaurants, on fait du poulet tandoori et des gens pauvres qui dorment dans des tenues très très blanches au sol. Ouais. C'est très sale et puis on pousse des pousse-pousse. Voilà. Et ça doit exister. Il y a un monsieur en pyjama qui a libéré le pays, qui est tout maigre. Gandhi. Voilà. Ce qui est assez fou d'ailleurs, puisque pour le coup, Gandhi est un des rares symboles un peu positifs sur l'Inde. Il n'est pas très apprécié en Inde, hein. Globalement, il est très 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 controversé en Inde. Donc un des rares trucs positifs sur l'Inde n'est pas vraiment apprécié dans le pays. Non, c'est vraiment étonnant. Ouais. Et c'est d'autant plus étonnant que on l'a annoncé sur Fréquence Populaire. Cette année, ça sera une année indienne, un peu pour nous, parce qu'on ira à New Delhi. On ne sait pas encore quand, parce que les dates n'ont pas été fixées. Exactement, ouais. Mais au sommet des BRICS, qui se tiendra cette fois-ci en Inde, et ça sera un sommet important, parce que l'Inde est un des fondateurs initiaux avant que ce soit BRICS, c'était BRIC. Ouais. C'est une très grande puissance. En fait, c'est un peu la Chine d'il y a 20 ans. C'est une puissance de facto déjà mondiale. Les pays BRICS poussent, ils savent très bien qu'ils vont jamais obtenir, mais poussent pour que l'Inde soit un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Ouais. Donc ça sera une année importante et ça permettra de faire connaître l'Inde, parce qu'on ira un peu plus tôt et peut-être qu'il pourra nous aider sur place à faire découvrir une autre Inde et pas voilà. Et vous filmez un ou deux temples, hein, parce que une vache qui bloque une route, parce qu'évidemment il faut un peu le folklore, mais ce que on ne voit pas, c'est ça qui est intéressant. Mais je pense que vous serez parmi les seuls. Hein. L'Inde avait organisé le G20 il y a 2 ans, 3 ans. Personne n'avait vraiment parlé, personne ne savait qu'il y a eu le G20 en Inde. Donc je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de presse occidentale en Inde, donc ce sera intéressant de vous avoir et je vous accueillerai avec grand plaisir à Delhi. Super. On l'avait vu à Rio de Janeiro pour le sommet des BRICS. On a fait le sommet du G20, puis après on a fait le sommet des BRICS.
Ouais. Et il y a pas de journalistes, quasiment pas, occidentaux, enfin en tout cas français. Sidérant. Bon, donc l'Inde, mal connue en France, mais en fait, on peut parler de grande puissance. C'est une grande puissance, après ça dépend sur quoi. Déjà, l'Inde se voit pas n'est pas dans une quête de puissance absolue, c'est pas un pays qui veut être impérialiste ou quoi que ce soit. C'est une puissance sur le côté. C'est une grande puissance démographique, c'est la première puissance démographique mondiale. Après, avoir beaucoup de démographie, si la population n'est pas éduquée, ça sert à rien. Donc l'Inde a beaucoup misé sur son éducation, sur le fait de faire émerger une middle class. Comme je disais tout à l'heure, il y a depuis 20 ans à peu près, il y a 30 millions de gens qui sortent de la pauvreté tous les ans, ce qui fait que maintenant on est à peu près à l'équilibre entre la moitié de la population qui sont une sorte de middle class à l'indienne et une autre partie qui est encore assez pauvre, on va dire. Puis il y a 2% de gens qui sont vraiment très pauvres en Inde, 1,5 pour être précis. Ça ressemble un peu à ce qui s'est passé en Chine, c'est une sortie massive, assez Exactement, rapide, ouais. par coût de 30-40 millions Par chaque an, année. ouais. Puis on le voit très bien, c'est ce qu'on appelle les primo-acquérants. C'est les gens qui, pour la première fois de leur vie, achètent une clim, achètent un scooter, ainsi de suite. Ils se mettent dans un monde de consommation important. Donc, pour le coup, c'est l'Inde, effectivement, c'est une puissance, c'est la première puissance démographique mondiale. C'est la 4e puissance économique mondiale, sera la 3e dans 2 ans, ça va dépasser l'Allemagne d'ici 2029, en gros. Et je pense que ça restera là. Je vois pas l'Inde dépasser les États-Unis ou la Chine après, si on peut tirer des plans sur la comète, mais globalement, je pense que l'Inde restera la 3e puissance économique mondiale à ce niveau-là. Et après, l'Inde n'est pas une grande puissance géopolitique, faut être honnête. C'est un gros pays militaire qui a un gros budget, qui sait bien faire la guerre, et qui est un pays qui a une armée pour ses frontières, pas vraiment pour le reste du monde, pour faire un peu d'opération de maintien de la paix de l'ONU. Et je pense que ça restera, voilà. Et puis après, le gros enjeu, c'est la tech. Énormément. L'Inde adore ça, participe beaucoup à ces opérations au Congo, au Liban, ainsi de suite. On verra, parce qu'on disait ça aussi de la Chine. Il y a encore 25 ans, je crois, une puissance géopolitique qui sont dans leur coin là-bas. Ils ont pas là maintenant, ils envoient des flottes vers le détroit d'Ormuz. Ouais. Pour le coup, je connais bien le milieu interne indien. Je suis francophone, qui a le meilleur. C'est pas parce qu'il y en a pas. Hein, j'ai le meilleur réseau indien. Je peux avoir accès à qui je veux en Inde. Il n'y a pas de volonté impérialiste. Je peux te dire en interne. D'expansion que la Chine a eu une c'est époque. quelque chose qui peut naître, un appétit qui peut venir dans 30 ans, mais ça, c'est... Ouais, j'ai pas l'impression. Ouais. Même si on regarde l'histoire de l'Inde, hein, l'Inde se voit comme un pays qui vit sous les plus grosses montagnes du monde, avec de l'eau autour. Ça a toujours été cette zone géographique-là, en gros. Ça a toujours été, dans l'Antiquité, un tiers de la population mondiale, un tiers du PIB mondial. Donc actuellement, l'Inde est moins sur les deux plans, donc c'est un peu bizarre pour l'Inde, mais n'a pas vraiment de volonté d'aller au-delà de ses frontières. C'est un pays très isolé. En tout cas, il y a cette logique, comme il y a 1,4 milliard d'habitants et encore beaucoup de jeunes, donc c'est très dynamique. S'il y a une sortie de pauvreté d'une partie de la population et en même temps qu'une autre partie accède à classe moyenne, et donc la classe moyenne d'avant qui elle-même monte, ça fait un immense marché pour ce pays. Ouais. Donc c'est une garantie aussi pour le développement de ces entreprises. Exactement. Non, mais c'est ça le paradigme de chaque pays, a un peu son paradigme économique. Le paradigme de la France, c'est que la France est taxée sa population. Le paradigme des Américains, c'est qu'ils ont le dollar et qu'ils peuvent l'imprimer. Le paradigme de l'Inde, c'est qu'ils ont la plus grosse croissance de consommation de population au monde. Et en gros, plus il y a d'argent, plus la population consomme. Et c'est un système qui se répète comme ça. Donc ça marche plutôt bien là-dessus. Après, l'Inde a un grand plan que personne ne connaît sur le siècle, qui s'appelle Atmanirbhar Bharat, qui est en gros le fait d'être complètement indépendant. L'Inde ne souhaite pas... en fait, l'Inde ne croit pas vraiment dans la mondialisation, a été un peu échaudée par la crise qu'on a eue médicale il y a quelques années, et tout ce qui se passe en géopolitique actuellement, et se dit, voilà, donc on comprend pas grand-chose. C'est un peu d'échec. Hein. L'Inde ne le voit pas comme un moyen de dire qu'on est plus fort. C'est en gros, on comprend pas vraiment le reste du monde. Et le gros enjeu de ce siècle pour l'Inde, c'est d'analyser toutes ces chaînes de dépendance sur tous les secteurs alimentaires, énergétiques, technologiques, ainsi de suite, et tout couper. Alors, le champagne français, c'est pas stratégique, donc on pourra toujours en importer, c'est pas très grave. Ou au pire, on boira du mousseux. Mais par contre, pour le reste, le but, c'est de pouvoir tout faire en interne. Et bien sûr, le premier sujet, c'est l'énergie. Ce qui permettrait à l'Inde, en cas de guerre mondiale ou ainsi de suite, de pouvoir s'enfermer sous l'Himalaya et d'être tranquille s'il le faut. Qui a une vision assez individualiste et, défaitiste du truc. Mais l'Inde a souvent vécu comme ça. Donc, c'est quelque chose qui pose pas de problème. Donc, c'est vraiment très différent du modèle américain ou chinois qui sont plus impérialistes. Donc le sujet pour l'Inde, et spécifiquement pour le gouvernement Modi, c'est la souveraineté. Ouais, absolument. Pour ce qui est stratégique. Absolument. Quelque chose me dit que c'est intelligent. Ça marche toujours. À la fin, on est entre nous, on est une vieille civilisation. On a toujours eu la même religion majoritaire, on va dire, dans le pays, le dharmisme.
Donc on se comprend entre nous, on comprend assez mal le reste du monde, donc c'est un peu la vision du pays. Après, il y a plein d'autres puissances sur Terre qui sont pas du tout d'accord avec ça. C'est pas le modèle qu'ils avaient imaginé. Et ils veulent surtout pas que l'Inde donne des idées aussi à d'autres pays derrière, on va dire, qui pourraient se sentir comment dire, inspirés par la situation. Mais si on regarde la France, sur un secteur, la France est vue comme super nationaliste en Inde, c'est la défense. Ouais. Vu que c'est un des rares pays qui fait tout en interne, du sous-marin, porte-avions, les missiles, les avions, ainsi de suite. Donc l'Inde, comme le prisme principal d'accès à la France, c'est le militaire. On voit tous les contrats de défense qu'il y a entre ces deux pays-là. L'Inde pense souvent que la France est un pays super souverainiste, ce qui n'est pas le cas en dehors du militaire, mais il le voit comme ça. D'accord. Même si le locataire du palais de l'Élysée, qui est pas très loin, essaye par tous les moyens de casser cette souveraineté aussi. Je pense. Exactement, mais c'est pas. Mais il arrive pas. Ouais, mais les Indiens ne le voient pas en fait. Ouais. Est-ce que les Indiens partagent ce que nous on a senti très fortement dans d'autres pays BRICS, alors on a senti avec les Chinois, avec les Russes, pas une colère, mais un petit ressentiment envers les Européens, dans le cas indien spécifiquement les Anglais, d'avoir été colonisés au XIXe siècle, alors que c'est une civilisation plurimillénaire. Non, bah c'est juste que c'est de notre faute. À un moment, faut être honnête. Moi, je peux comprendre qu'une petite île dans le Pacifique de 300 habitants se dise, je savais même pas que ces gens existaient, ils sont arrivés avec des armes et machin. Quand les Anglais arrivent en Inde, c'est la première puissance économique mondiale, c'est un pays qui est super riche, qui a pas un problème technologique. Quand on a un problème technologique, ils ont les Français pour leur fournir des canons et ainsi de suite. Donc si l'Inde est tombé aux mains des Anglais, c'est que les Anglais sont très forts. Ils ont mis 1000 ans de leur histoire à apprendre à diviser l'Europe parce que c'est une petite île à côté, voilà. Et les Anglais sont très forts pour un truc, c'est que ils savent toujours miser sur le deuxième ou le troisième. Napoléon, ok, il est trop fort, on va miser à côté. Hitler, ainsi de suite, peu importe. Ils sont forts là-dessus. Donc quand ils sont arrivés en Inde, ils ont utilisé cette manière de voir le monde et ils ont toujours misé sur un petit roi ou le neveu d'un roi qui allait pouvoir se battre. Et ils ont mis 100 ans à prendre le contrôle de l'Inde. Donc ils ont pris du temps. Et ils ont réussi. Et après, l'autre partie, c'est que nous, on a été traîtres par moment. On n'a pas réussi à voir l'ennemi. Et donc, il y a un rétexte qui existe en Inde qui est perpétuel vis-à-vis des Anglais, mais il n'y a pas de côté revanchard vis-à-vis des Anglais, à part sur le symbole quand l'Inde rachète Jaguar ou Land Rover, ou quand on apprend que les premiers propriétaires d'immobilier à Londres sont les Indiens et pas les Anglais historiques, on va dire. Et bon, c'est plus du symbole qu'autre chose. Donc il n'y a pas de côté revanchard. Et d'ailleurs, il y a très peu d'échanges avec les Anglais actuellement. Des pays comme l'Allemagne ou même la France ou la Belgique ou la Suisse sont plus en Inde. Je vois si les Anglais connaissaient un peu mieux l'Inde. En fait, ils connaissent rien à l'Inde. Actuellement, ils n'ont aucun accès en Inde. Le pire moyen d'accéder à l'Inde, c'est la diaspora indienne britannique, qui est assez importante. Ils sont 1,5 million. Mais ils n'ont aucun accès à l'Inde. Ils sont assez mal vus d'ailleurs en Inde. Contrairement à la diaspora indienne qui est à Singapour ou à Dubaï ou en Californie, qui est vue comme de manière sympathique. Donc ouais, il y a pas de lien avec. Je pense qu'à un moment il y a eu un divorce. Il y a un divorce, c'est fini, ça sert à rien de continuer. Voilà. Tu l'évoquais tout à l'heure. Souvent ici, on aborde l'Inde par deux de ses problèmes, supposés problèmes, à savoir sa population, qui serait trop nombreuse, pas assez éduquée, difficile à nourrir, et que l'Inde est toujours sous la menace d'un choc alimentaire. Peut-être est-ce le cas avec ce qui se passe là en ce moment, je pense au blocage des fertilisants, de l'urée. Et l'autre aspect, c'est l'énergie. L'Inde a des problèmes d'accès à l'énergie. Peut-être là aussi, la guerre en Iran, en ce moment, crée une tension pour l'Inde. Alors sur la population, on est 1,4 milliard. On pense tout de même que c'est un peu trop. Je pense qu'1 milliard, ce serait un petit peu mieux. La bonne nouvelle, c'est que le nombre d'enfants par femme en moyenne s'est effondré en Inde. Il perd 0,1 tous les 2 ans. Donc là, on va arriver à 1,8. On a 1,9 actuellement. Je pense qu'on va être à 1,8. Donc on est sous les deux. On est déjà depuis des années sous le seuil de renouvellement. L'âge, si on prend une pyramide des âges indiennes, l'âge où il y a les boomers indiens, ils ont 14-15 ans actuellement. C'est il y a 14-15 ans qu'il y a eu le pic absolu de naissance. Pour l'instant, la population bouge pas. Parce qu'il y a un autre phénomène qui est que l'espérance de vie augmente beaucoup en Inde. On doit être à 73 ans maintenant. Ce qui est fait par rapport à la France, mais ce qui est un peu la moyenne des pays moyens, on va dire. Voilà. Donc la population, les gens meurent de plus en plus vieux, mais il y a moins de naissances, mais ça reste voilà. Mais après, c'est une population qui va énormément baisser.
Et puis si on regarde, moi, ma région, j'ai Uttar Pradesh, il y a encore un peu de naissance parce que c'est une région très pauvre, sous le Népal et ainsi de suite. Mais dans les grandes villes, ils sont déjà 1,3, 1,4 enfants par femme. Donc c'est quelque chose qui est géré globalement, il n'y a pas vraiment de sujet. Sur l'alimentaire, c'est la première chose sur laquelle l'Inde est devenue indépendante, c'était la révolution verte, qui a eu plein de défauts avec les pesticides et tout, mais qui a quand même permis d'avoir une autonomie alimentaire en Inde. Donc l'Inde n'a pas vraiment peur là-dessus. Sur l'énergie, ça implique qu'il n'y a pas vraiment de pétrole, mais si on regarde, le premier export de l'Inde, c'est le pétrole. Puisque l'Inde est un grand raffineur. La plus grosse raffinerie de pétrole au monde est en Inde. Je rigole parce que ça fait quelques années que l'Inde vend aux Européens plus cher le pétrole qu'ils achetaient moins cher aux Russes. Je connais des grands collectionneurs de montres en Inde qui ont fait tout leur argent sur ce business-là, on va dire. Et ils ont des valises de Patek Philippe. Et non, mais globalement, il y a... Ils peuvent acheter autre chose, tu sais, tu peux leur dire, il y a d'autres trucs à acheter. C'est sûr. Et là même, par exemple, si on regarde les Américains qui ont toujours un peu voulu taper sur les doigts des Indiens en disant vous achetez du brut russe pour le raffiner en Inde et le revendre aux Occidentaux, en gros. Maintenant qu'ils ont capturé Maduro et que le pétrole vénézuélien est un pétrole très particulier, qui est très dense, ainsi de suite, ils vont avoir besoin de produire d'énormes raffineries aux États-Unis. Ça faisait depuis les années 50 qu'ils n'avaient pas fait ce genre de projet-là, donc ils n'ont plus la technologie. Donc c'est les Indiens, une boîte indienne pour pas la nommer, Reliance, qui va investir des dizaines de milliards d'euros et amener cette technologie aux États-Unis pour développer de la raffinerie là-bas. Après, effectivement, moi, je suis constructeur, je fabrique des véhicules électriques. Je fais beaucoup militaire et civil, ainsi de suite. On nous a convoqués auprès de la ministre de l'économie en Inde, c'était il y a 2-3 ans, en nous disant, voilà, en off, l'électrique, c'est bien pour le carbone et tout, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de réduire les importations de pétrole. Pourquoi tous les pays veulent pousser l'électrique? Ils se drapent d'écologie, ce qui est très bien, ainsi de suite. Mais la raison fondamentale, c'est que l'énergie, on peut mettre une centrale nucléaire, on peut mettre... En fait, il y a plein de moyens de créer de l'électricité, assez diverses, alors que le pétrole, c'est plus compliqué. Donc l'Inde est là-dedans, a beaucoup développé comment ça s'appelle? Le renouvelable. Il y a 25% d'énergie renouvelable en Inde. Et après, maintenant, le grand truc, c'est le nucléaire. L'Inde, il y a 2 mois, a privatiser le nucléaire civil. Donc maintenant, les entreprises privées peuvent faire du nucléaire civil en Inde. Donc c'est le grand truc. Par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est que les Indiens comprennent pas pourquoi les Français arrêtent le nucleur. J'ai jamais réussi à leur expliquer. Peut-être que tu pourras m'aider là-dessus. Non, je vais pas comprendre. Voilà. Il y a des choses que des fois on comprend pas. Voilà. C'est assez incompréhensible. Et c'est d'ailleurs errare humanum est, mais persévérer diabolicum. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on peut faire une erreur, mais une erreur sur maintenant 25 ans et continuer, c'est assez incompréhensible. Donc, nous, quand on observe l'Inde, on voit plutôt donc autre chose. On voit que la Russie n'a pas réussi à poser son... elle y arrivera, mais elle n'a pas réussi de poser le satellite dans le véhicule lunaire Luna 25 sur la face cachée. Ouais. L'Inde a réussi genre 1 mois ou 2 mois après, enfin 1 mois juste après. Et en même temps, l'Inde envoie un vaisseau spatial qui sera celui qui va s'approcher le plus du Soleil pour faire des études scientifiques sur le Soleil. Tu parlais des diasporas indiennes. C'est un peu comme en Chine. C'est la première année où on a plus de retours d'ingénieurs et de scientifiques indiens aux États-Unis que de départ. Ça c'est un signe faible qui en fait est pas faible du tout. C'est un gros signe que voilà. Alors que on a tendance à voir l'Inde ici aussi un peu comme on voyait la Chine avant. Bon, ces gens ils fabriquent des transistors, c'est des petits codeurs, on les paye pas cher pour faire nos... Mais c'est ici qu'on pense que les usines sont là-bas. Mais en fait, il faut une très très forte technologie, une science pour faire ça. Si on regarde la stack technologique, en fait, tout s'est passé. C'est qu'en 91, il y a la révolution économique en Inde. Les Chinois, c'était en 79 et 80, les Indiens entre 89 et 91. À ce moment-là, l'Inde a tout misé sur 2 industries. Ce qui était très risqué à l'époque. La pharmaceutique, parce que beaucoup de médicaments tombaient dans le domaine public à l'époque. Et donc, l'Inde s'est lancée dans le générique. Et puis, l'informatique, parce que des cousins dans la Silicon Valley leur ont dit « T'inquiète pas, frère, en gros, c'est le futur ». À l'époque, en Inde, il y a 14 heures de coupure de courant par jour. Et l'informatique, il y a du hardware encore. Maintenant, on peut acheter un petit ordinateur d'occasion et faire un site internet. À l'époque, il y avait encore besoin de hardware. Donc, il y avait un capex qui était assez fort. Donc, c'était un pari très risqué, mais l'Inde est allée dedans. Et en fait, a développé toute une stack techno sur la tech qui va, à la base, le premier truc qu'ils ont fait, c'était les service lines
où comme il faisait nuit en Inde, enfin aux États-Unis, il joue en Inde, bah, en fait il faisait le support client. Le gars s'appelle Rakesh, mais il s'appelait John, voilà, pour le support client. Il était le support client de Microsoft la nuit. Ça a commencé comme ça, et ça existe encore en Inde. Puis après, il y a eu le bug de l'an 2000. Au bug de l'an 2000, l'Inde a fait ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative. C'est en gros faire du bidouillage de code pour corriger les bugs de l'an 2000. Puis après, elle fait du code plus classique, et après de la R&D. Et des grosses boîtes comme Microsoft ont fermé après tout leur centre de R&D au monde, sauf aux États-Unis et en Inde. Et maintenant, en fait, une boîte qui veut aller en Inde pour faire du call center, et elle peut encore l'avoir. Une boîte comme Capgemini qui a 200 000 employés en Inde pour faire du code assez classique l'aura. Et une boîte comme Google ou les méga boîtes d'IA américaines investissent des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en Inde pour avoir à scale des talents super avancés. Moi, je pratique le reverse brain drain, c'est que tous les ans, je vais dans la Silicon Valley débaucher des gens d'origine indienne qui ont fait leurs universités en Inde et qui ont bossé 7-8 ans chez Tesla, Canoo, Rivian, les grosses boîtes. Moi, je fais pas d'informatique, mais plutôt dans les voitures électriques et tout ce qui est mobilité, robotique et ainsi de suite, drones. Parce qu'ils ont une expertise américaine qu'il faut reconnaître est super fort. Les deux pays les plus avancés sur Terre, ça reste la Chine et les États-Unis. Et maintenant, j'arrive à recruter des gens qui... La première année, c'est impossible, ils ont le rêve américain, ça paraît très sympa. Puis après, les problèmes commencent à s'empiler. Problèmes de sécurité, coût de la vie, ainsi de suite. Et ils se rendent compte qu'en Inde, même si je les paye très bien, mais moins cher qu'aux États-Unis, ils ont une qualité de vie qui est meilleure dans des villes sympas comme Vizag ou Bangalore ou Hyderabad. Ouais. Donc il y a le même mouvement en Inde qu'en Chine. Ouais. Il y a une forte. Est-ce que c'est comme en Iran? Est-ce qu'il y a eu une fort investissement dans l'éducation? Parce que c'est une population pas éduquée, bon, ça va pas creuser des trous, Ouais. ça sert pas à grand chose. Est-ce qu'il y a eu le même effort sur les 20 dernières années de multiplier les facs, les instituts techniques, universités scientifiques et ainsi de suite? Absolument. Je vais dire le bon et le moins bon. Et je suis assez critique du système éducatif indien. Pareil, 91, donc ils veulent développer énormément le pays, donc ils changent beaucoup de choses dans l'éducation indienne. Parce qu'en fait, en 47, quand l'Inde se libère des Britanniques, les Indiens pensent qu'ils redeviendront la première puissance économique mondiale, comme c'était le cas avant les Moghols et un peu après les Moghols, pendant toute l'histoire. Sauf que ça marche pas du tout. Et le concept à l'époque, c'est dire tant qu'on arrive à générer une unité intellectuelle, on s'en sortira. Et ils ont généré une unité intellectuelle dans les 50, 60, 70, sauf qu'elle partait toute aux États-Unis. Ça marchait pas. Donc, la première chose, c'est qu'il fallait les garder. Et puis ensuite, il fallait renouveler un peu le système éducatif. Donc, en gros, c'est le système éducatif à l'asiatique. Hein, c'est ultra dur, faut être bon à l'école. Moi, si j'étais allé voir mon père et juste au lycée, j'ai fait S en France. Si j'étais allé faire L, il m'aurait filé un fusil d'assaut dans la main et je serais allé à la frontière birmane, je sais pas quoi. C'est juste pas possible pour un Indien, en fait, de faire autre chose. Ce qui est dur, hein, au final. Et en fait, en Inde, après l'école, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un ou deux philosophes et cinéastes Ouais, complètement nuls, mais bon. souvent, c'est des gens qui viennent de bonnes familles, on va dire. On va dire ça politiquement Peut-être qu'ils comme ont ça. fait un doctorat de mathématiques avant. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai un ami qui est directeur artistique d'une des plus grandes maisons de luxe françaises, qui est un Indien, mais il a fait une école d'ingénieur avant, puis après il a fait du design, et maintenant il fait ce qu'il veut, mais voilà, il avait quand même dû faire une école d'ingénieur avant. Passe ton diplôme d'ingénieur d'abord. C'est ça, Après, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, le système éducatif indien est très dur. Après l'école, on va encore à l'école. C'est des machines à concours, ainsi de suite. Moi, je suis pas un grand fan j'embauche beaucoup d'ingénieurs. J'ai des centaines d'ingénieurs en Inde, hein, dans mes laboratoires de recherche. Je suis pas un grand fan du modèle QCM à l'extrême. Je préfère le modèle français où on fait un texte. Même en histoire, en France, on n'apprend pas les dates. On essaie d'expliquer un phénomène. Je trouve ça bien supérieur au système indien. Après, il faut voir qu'en termes de capacité de travail et surtout, ils sont nombreux en fait. Ils sont super forts. Et d'ailleurs, toutes les boîtes, Microsoft, Google, ainsi de suite, embauchent des gars qui ont fait les écoles en Inde, IIT, ainsi de suite, qui sont super intéressantes. Après, ce qu'il faut voir sur la population indienne, ok, il y a 1,4 milliard d'habitants, mais il n'y a même pas 500 millions de gens qui travaillent actuellement en Inde. À cause de la pyramide des âges, ils ne sont pas encore arrivés sur le marché du travail, puis un peu de vieux. Il y a aussi le fait que la génération au-dessus, les femmes ne travaillaient pas, ce qui n'est pas le cas actuellement, et il y a eu un changement complet. La plupart des gens qui ont un diplôme universitaire actuellement en Inde sont des femmes, soit 60%. Donc il y a une bascule qui s'est faite là-dessus, ce qui est très bien. Et du coup, même sur les 450 millions de gens qui sont la population active en Inde, il n'y en a que 100 millions qui sont vraiment productifs au final. Parce que c'est un pays de service. Donc, on rentre dans un restaurant en Inde, il y a 12 serveurs, il y a énormément de services autour. Et finalement, c'est des gens qui travaillent honnêtement, qui gagnent leur vie et très bien. Mais des gens qui sont vraiment productifs en Inde, il y en a assez. Je pense qu'il y a la même population active, productive aux États-Unis et en Inde. Alors que la population américaine est 4 fois plus. Mais sauf que tous les ans, le coût du travail augmente beaucoup. Moi, j'augmente ma masse salariale de 15% tous les ans.
Et c'est 15% composé. tous les ans. Ah, il y a le fait que je gère des gens aussi, donc eux, ils rentrent pas dedans. Mais je les augmente de 4% et quelques, c'est l'inflation, plus 10%, sinon ils s'en vont. En Inde, il y a un turnover qui est très très important. Donc, il y a des gens qui rentrent à 250 € par mois, et 1000 €. Prenez chez vous votre salaire, rajoutez 15% tous les ans, faites ça sur 10 ans, regardez combien vous allez gagner. Du coup, ce que ça fait aussi, c'est que... Il y a un ou deux qui seraient contents. Ouais. Ce que ça fait aussi, c'est que moi, il y a une époque, même les stagiaires chez moi avaient un gars qui venait leur apporter un cappuccino quand ils voulaient. Je vais pas pouvoir le faire pendant très longtemps, on va dire. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que les gens sont de plus en plus éduqués, se forment et ainsi de suite. Mais c'est en Inde, l'école est pas vue comme un truc qui forme des citoyens. C'est fait pour gagner de l'argent. L'école, c'est fait pour gagner de l'argent, c'est ça au final. Et c'est un peu le problème en France, c'est que la France est un pays d'élite qui font la technologie, de l'armement, du luxe et ainsi de suite. Donc, il y a besoin d'avoir une école super forte. Mais en France, on regarde plutôt le modèle du nord de l'Europe qui est très sympathique. On fait des collages, des coloriages. Je caricature, hein. Mais il y a un peu ce truc-là. Alors que le modèle singapourien qui est dans toute l'Asie, qui est ultra dur, est un peu hégémonique là-bas, on va dire. Tu dis que tu retournes, tu vas tous les ans dans la Silicon Valley, en tout cas ailleurs. En Chine aussi, ouais. Ramener des ingénieurs, des scientifiques indiens. Est-ce que l'Inde protège ses entreprises stratégiques? Est-ce que, imaginons toi qui fais des batteries, qui sont utiles à l'armée, est-ce que tu pourrais dire, bon, en fait, je les délocalise et je vais m'installer au Vietnam ou, je sais pas, au Mozambique? Ou est-ce que le gouvernement te dira, non? C'est compliqué. Déjà, la plupart des grosses entreprises indiennes sont des boîtes familiales. C'est pas des boîtes cotées en bourse. Même si des fois elles sont cotées en bourse, elles ont ouvert un peu de leur capital pour comme une levée de fonds, on va dire. Mais Tata, Reliance, Adani, la plupart des gros groupes indiens sont des boîtes familiales. Donc déjà, ils ont une vision sur le très long terme. Ce que le quarter financier, là, ils s'en fichent au final. C'est pas grand-chose pour eux. Et ils ont un rapport avec le gouvernement. Ils sont très proches du gouvernement. Le gouvernement est beaucoup plus fort qu'eux. Le gouvernement peut leur dire quoi faire. Mais bon, ils ont une marge de négociation qui est assez importante. Donc, ils sont assez patriotes. Ils sont même très patriotes en général. Et sur les boîtes plus petites... Le pays est patriote. En fait, toute l'Asie est patriote. C'est toujours pareil. Les gens me disent, ouais, l'Inde est pays nationaliste. Ouais, comme tous les pays du monde, à part un épiphénomène en Europe de l'Ouest, en Nouvelle-Zélande peut-être, je sais pas, au Canada, mais ouais, le Japon, la Chine, ouais, c'est des pays super patriotes. Et si tu veux, je te parlerai d'un effet intéressant du patriotisme que j'avais pas observé sur les impôts plus tard. Mais effectivement, il y a une volonté stratégique d'avoir des industries qui travaillent pour le pays. Et puis après, même, je pense que le gouvernement n'a pas besoin de demander. Les gens le font un peu d'eux-mêmes par patriotisme. En gros, soit ils sont pas patriotes, ils vont travailler à l'étranger, et les Indiens sont très loyaux aux boîtes qui les payent. Le gars qui dirige Microsoft, il bosse pour Microsoft. Le gars qui dirige Google, il paye par Google, il bosse pour eux. Il défend pas les intérêts indiens. Mais par contre, quand on est en Inde, on défend les intérêts indiens et tout le système est fait pour ça. Puis après, c'est tellement un gros marché qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller à l'étranger, quoi. Pourquoi j'irais à l'autre bout du monde alors que le marché il est là? Non, je pensais ce qu'on ne comprend pas ici. Tu essaies de te poser la question sur le nucléaire. On ne comprend plus pourquoi tout était désindustrialisé, à part que certains acteurs économiques ont profité de la mondialisation en se disant je paierai moins des gens en France et ils travaillent comme des sourds en Inde, en Chine ou au Vietnam, je vais les payer moins cher et je vais gagner plus d'argent. Alors une bonne partie de la... je ne sais pas. C'est ça. Visiblement, moi, j'ai vu toutes ces boîtes européennes qui sont revenues en Chine, en Inde, au Vietnam et ainsi de suite, qui ont dit voilà, ça c'est pas de haute valeur ajoutée, on va le mettre là-bas et on va gagner de l'argent. Ils ont gagné de l'argent, mais où est l'argent maintenant? Je sais pas. Et où est-ce qu'ils l'ont investi? Où est-ce qu'ils ont fait ça? Je sais pas. C'est ça la vraie question. Et en Inde, justement, c'était... Il n'y aura pas ce processus en Inde. C'est pas, non, c'est surtout pas que si on regarde historiquement, c'est que l'Inde est allée directement en gros de la pauvreté absolue au service. Et en disant que la Chine c'était l'atelier du monde et l'Inde d'ailleurs le bureau du monde. Donc l'Inde a lancé de l'informatique, des services de comptabilité en offshore, ainsi de suite, tous ces trucs-là. Ce qui est un métier plutôt sympa. On a une chemise blanche, on est dans un bureau climatisé, c'est plutôt cool. Mais même après avoir fait ça, l'Inde est reparti sur l'industrialisation, en se disant en fait on peut pas avoir un pays puissant sans industrie. Le service, ça peut bouger assez rapidement. C'est vraiment un arbitrage de coûts. Alors il n'y a pas de capex, c'est sympa, mais ça vaut le coup de mettre de l'argent dedans. Et l'Inde maintenant fait des téléphones portables, fait plein de choses. Est-ce que la Chine est devant? Oui, de très loin. Je vois même pas l'Inde dépasser la Chine du tout là-dessus. Mais c'est pas parce qu'on est en 2026 qu'il faut pas réindustrialiser. Ça fait de l'emploi qui est assez stable. Ça fait
ça retire de la dépendance technologique. Donc, si l'Inde y arrive, je vois pas pourquoi d'autres pays n'y arriveraient pas. Surtout à une époque où maintenant, le coût du travail n'est pas le facteur premier. En Chine, ils ont des usines énormes en dark factory sans employés du tout. Hein. On avait évoqué ici le cas, ce que tu dis, pour la Turquie, Ouais. où on se moquait stupidement ici. Certains se moquaient des Turcs parce qu'ils n'avaient encore que la 4G, ils n'étaient pas passés à la 5G. Mais le gouvernement turc a dit non, ce sera des Turcs qui installeront en 5G. Si ça prend 5 ans de plus, ouais. So be it. Vous chargerez vos films Netflix un peu plus lentement. On a eu un petit clash à la frontière. Course. Ouais. Ils sont souverains sur cette technologie. Alors, peut-être qu'elle est moins maîtrisée que ceux qui ont commencé avant, mais c'est pas grave, c'est à eux. On a eu un clash à la frontière avec les Chinois en 2020. Et le jour même, l'Inde a pris toutes les applications chinoises et les a toutes bannies. Donc non, on est le seul pays au monde où il n'y a pas TikTok. Et ça s'est fait pour pas grand-chose. Donc prendre la plus grosse application mondiale et dire voilà, on n'en veut pas juste parce qu'on a un petit problème avec un pays. Imaginez en France, là, il y a un peu de bisbis avec les États-Unis. On dit bah voilà, on interdit Instagram, Facebook. C'est cette séquence complètement incroyable vue d'ici. Ouais. Donc, où l'armée chinoise et l'armée indienne se sont affrontées à coups de pelle et de sabre et de hache. C'est ça. Sans tirer du feu. Ouais. Et à genre 4000, 5000 mètres. Ouais, un peu plus. Ouais. Mais et que c'est des pays gigantesques, mais ils sont battus des petits bouts là. Exactement, de lignes. C'était quoi l'enjeu? Sur la ligne de contrôle. Rien du tout, c'était juste. Où c'est montrer qu'il y a la plus grosse, quoi. Ouais, et puis après, ouais, non, c'était un peu ça à la frontière. Il y avait toujours eu un peu de tension où les Chinois, il y a quelques parties de l'Inde. Il n'y a pas de rien. Et honnêtement, c'est beaucoup du théâtre. Les Indiens et les Chinois, ça fait des 10 000 ans qu'on vit les uns à côté des autres. On s'est jamais vraiment fait la guerre. On aime bien s'embêter un peu, mais ça se passe bien entre les deux pays globalement. Il y a un peu de... On va s'interdire un peu les visas, on va s'empêcher d'avoir des vols directs, machin et tout, mais globalement, derrière, tout se passe assez bien. Et là, on voit beaucoup de capitaux chinois en Inde arriver, beaucoup d'argent chinois et déversé en main. Enfin, ça nous amène à... Tu en as parlé à la place géopolitique de l'Inde. Donc, on a dit l'Inde, BRIC, puis BRICS, puis BRICS+. C'est un acteur central des BRICS. Certains considèrent ils sont mous, ils sont plus pro-occidentaux. L'impression que nous, on ne connaissant pas encore bien, c'est que c'est un vrai pays gaulliste. C'est-à-dire qu'ils font du business avec les Chinois, même si de temps en temps, ils se mettent un coup de tarte, avec les Russes, avec les Américains, et qu'ils aiment pas trop quand on vient de leur dire c'est pas bien, c'est droit de l'homme, tu discutes pas avec lui. Parce que là, récemment, je sais pas comment ça a été pris en Inde, mais que Trump dise à un pays qui est millénaire, qui a son histoire, qui a été colonisé, vous n'achetez plus de pétrole à eux. Ouais. Et vous m'achetez des F-35 et vous travaillez plus avec lui, ouais, c'est compliqué. Ouais. Prends les Rafales, c'est pourri, prends les F-35. Il y a un vieux terme indien qui vient de l'Antiquité qui est Vasudev Kutumbakam. C'est écrit dans le Parlement en Inde, ça veut dire doucement. Vasudev Kutumbakam. Ça veut dire le monde est une famille. Le monde est une famille. Ce qui veut dire que l'Inde n'a pas une vision du monde où le reste du monde c'est une proie, il faut la capturer, ainsi de suite. Mais c'est pas non plus une vision où on va tous se tenir par la main et on est tous égaux, ainsi de suite. Une famille. Il y a des tensions, des trucs comme ça, mais voilà. Mais globalement, on essaye autant que possible que ça se passe bien dans une famille. Et on essaie d'être proche. En ce moment, l'Inde est un peu l'oncle qui est dans son coin et qui fait son truc, mais qui veut de problème avec personne. Hein. Et ce qui est paradoxal en Inde, c'est que l'Inde est un pays qui est pro-chinois, pro-russe, pro-américain, pro-tout le monde en fait. À part le Pakistan et les Maldives, où c'est compliqué, le reste, l'Inde veut s'entendre avec tout le monde. Et la manière dont l'Inde a vu les BRICS, c'est que les BRICS, c'est une création intellectuelle de think tank américain à la base. Hein. Mais qui avait une réalité de croissance assez intéressante. Il y a dans les BRICS dans les BRICS premiers, le Brésil. Pour comprendre, tu veux dire que le mot BRICS c'est inventé par un analyste financier à Wall Street. Exactement, ouais. C'était pas c'est pas un truc qui est venu des BRICS eux-mêmes, ouais. C'est en 2015 Exactement. Enfin, un peu avant, mais très officiellement en 2014. Exactement. Et du coup, dans les premiers membres, il y a le Brésil qui est une puissance régionale, qui est un pays très sympa, mais qui est une puissance complètement régionale. Et il y a 3 autres pays qui ont l'arme nucléaire, qui ont des gros budgets militaires, qui sont des puissances un peu plus importantes. La Chine, la Russie, puis on va mettre un cran en dessous, l'Inde, juste en dessous des 2 autres, on va dire. Le problème avec ça, c'est que ça avait quand même beaucoup la tête d'un truc anti-occidental. Et l'Inde voulait pas... En fait, l'Inde, ça intéresse énormément l'Inde d'être dans une nouvelle partie du monde. Et notamment, l'Inde avait des problèmes avec le dollar, la World Bank, la IMF, les agences de notation américaines. Donc, c'était un bon moyen de représenter une grosse partie du monde et de le faire. Mais l'Inde ne voulait pas être catégorisée dans une sorte d'axe anti-occidental, parce que l'Inde est un pays qui s'entend très bien avec beaucoup de pays européens, avec les États-Unis, même s'il y a des problèmes par moment.
Et donc, la technique de l'Inde, ça a été d'influencer les BRICS pour faire venir d'autres membres, de pays qui sont un peu dans le même mindset. Un pays typique, c'est les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis sont un peu pro tout en général. Tant qu'il y a du business, ils sont contents, on va dire. Pas pro-Iran, on va dire. Pas pro-Iran. Voilà, mais c'est comme nous avec le Pakistan, ils vont avoir un ou deux pays sur lesquels, et c'est des pays qui sont proches d'eux, mais dès qu'on va un peu loin des problèmes géographiques, ils sont amis avec tout le monde au final. Et donc, le but de l'Inde, ça a été de passer un peu des BRICS à un truc qu'on appelle, ça représente ce que ça représente, mais le Sud global. Bon, il y a la Russie dans le Sud global, bon, voilà, peu importe. Mais qui est un peu en gros les nouveaux pays émergents, ainsi de suite, et qui en plus donneront plus de poids pour créer ces institutions internationales et dédollariser le monde, hein, c'est un peu ça le fond du sujet, sans en faire un truc qui devienne alliance géopolitico-militaire anti-occidentale. La relation avec la Russie, elle est vue comment? C'est une relation stratégique qui se développe, qui se renforce, ou c'est on profite d'une situation non, je pense que le c'est pétrole. Mais est-ce que ça va plus loin? Parce que je pense que il me semble, toi qui es dans l'industrie d'armement aussi, ouais. La Russie vend énormément d'armes historiquement à l'Inde. Ouais. Bah, la Russie et l'Inde ont déjà une histoire commune, même avant les Anglais, parce que c'est finalement, géographiquement, c'est des pays qui sont pas très loin l'un de l'autre. Nous, on voit la Russie, Moscou, Saint-Pétersbourg, mais la Russie, ça va très très loin. Ça va jusqu'à l'Alaska, en gros. Donc, nous, historiquement, on n'est pas très très loin de la Russie. Il y a eu beaucoup d'échanges dans le passé. Après la partition en 47, il y a eu effectivement beaucoup de programmes militaires avec les soviets qui ont été faits. Et on se dit souvent en Inde que dans l'équipement militaire indien, quand il y a des transferts de technologie, c'est pour de l'équipement moyen, genre du tank, un missile, c'est avec les Russes, et quand c'est des trucs très haut de gamme, les sous-marins, les avions de chasse, c'est les Français. C'est un peu les deux d'ailleurs, c'est les deux gros partenaires technologiques de l'Inde. Et ce qui fait que quand ils sont en Inde, les Français, les Russes, encore considéré comme quelque chose de haute technologie. Non, mais la France est très forte là-dessus. Hein. C'est bien. Je sais que les Français aiment bien se flageller, ainsi de suite. Et il y a plein de trucs critiquables en France, mais l'industrie de défense française, c'est quelque chose. Et même militairement, là, on le voit en ce moment. Bon, il y a les Américains, mais quel autre pays sur Terre va au Moyen-Orient, dans le Grand Nord, dans machin, et voilà. Alors effectivement, il n'y a pas des capacités infinies, mais la France reste un pays qui est dangereux, on va dire, actuellement, dans un très bon sens du terme. Et l'Inde le reconnaît parfaitement. Et où est-ce que j'en étais? Et du coup, donc la Russie a ce rôle en Inde. Il y a aussi un truc que tout le monde a oublié, mais qu'en 71, il y a eu un génocide de Bangladesh, que l'armée indienne est intervenue. Et quand l'armée indienne est intervenue pour créer le Bangladesh, à l'époque, c'est encore le Pakistan de l'Est, les Occidentaux, enfin en gros les Américains et les Britanniques, ont voulu détruire les principales villes indiennes. Et les seuls qui sont imposés sont les Russes. Et l'Inde ne l'oubliera jamais. Les Indiens, c'est un peuple qui vit dans le long terme. C'est si à un moment quelqu'un se dresse pour protéger l'Inde, on n'oublie pas. Et c'est vrai qu'à il y avait ce moment, j'avais complètement sorti de la tête, mais tu me l'as rappelé, ce moment de menace qui était faite en 71 dès l'Iran à l'Inde, et qui fait un peu écho aux menaces qu'on entend là sur l'Iran, qui sont tout aussi paniquantes, parce que oui, que quand on parle de détruire les villes indiennes d'un pays aussi grand, il n'y a pas d'autre moyen que l'arme nucléaire. Hein. Ouais. Ou même si c'est des bateaux qui arrivent avec des canons, peu importe le moyen, mais si c'est détruire l'économie d'un pays parce que la géopolitique ne nous plaît pas, entre deux pays de la zone, qui étaient le même pays 20 ans avant, c'est un peu compliqué. Et donc il y a de bons rapports avec la Russie. Après, la Russie, c'est géopolitique dans son coin. Et puis il y a un truc sur lequel c'est débattable, mais c'est que l'Inde pense qu'il reste plus que 2 civilisations sur Terre à part eux-mêmes. En gros, il y a les Indiens, les Japonais et les Russes qui ont des civilisations, voilà. Mais pas les Chinois. Alors, les Chinois, si, c'est une immense civilisation. Hein. Les Turcs aussi, immense civilisation. Les Perses, immense civilisation. Mais c'est des civilisations qui ont eu un moment, une guerre culturelle, ensuite. Les Indiens disent toujours aux Chinois, oui, mais maintenant vous embauchez des historiens sud-coréens pour vous apprendre votre propre histoire. Nous, on n'a jamais fait une guerre contre notre histoire. Les Russes l'ont fait un peu, hein, mais ils essayent vraiment très très fort de revenir dedans. Les Chinois aussi, donc on peut débattre des effets de bord, mais voilà, c'est un peu les grandes civilisations asiatiques. D'ailleurs, Poutine est vu comme un tsar en Inde. Il n'y a pas de débat sur est-ce qu'il est élu démocratiquement, ensuite on s'en fiche, c'est un tsar, et puis voilà, c'est ça. Le sommet des BRICS va se tenir, on l'a dit, à New Delhi, en Inde. Certains ultra-BRICS, plutôt ultra-pro-russes, ultra-pro-chinois, disent que l'Inde, c'est un boulet parce qu'ils freinent tout et que ça peut pas avancer vite, comme freinait, en fait, réellement à l'époque le Brésil sous Bolsonaro. Est-ce que c'est plutôt que l'Inde est justement c'est une position d'équilibre et qu'ils n'ont pas envie d'être en conflit spécifique avec les
les Occidentaux, C'est ça. ou que ils craignent d'être sous la coupe russo-chinoise. Du coup, c'est les deux. Non, je pense que du côté russe, il n'y a pas de problème. Du côté chinois, il y a eu une discussion qui était vers 2019, un truc comme ça, d'avoir une plus grosse alliance avec la Chine. C'était une discussion entre le Parti communiste chinois et les think tanks indiens, hein. Mais l'Inde ne voyait pas vraiment l'intérêt de le faire. Non, c'est que l'Inde, c'est une bureaucratie qui est compliquée, honnêtement. C'est pas un grand pays de géopolitique et de capacité d'exécution derrière. Je pense qu'il manque que de personnes. Et puis après, ils savent pas trop vers où ça peut aller. En gros, les Indiens préféraient réaxer les BRICS, non pas comme un truc alternatif, mais comme un moyen d'avoir des institutions indépendantes, on va dire. C'est ça, parce que ce qui nous a semblé vraiment très visible à Kazan, c'est quasiment que ça s'organisait comme une sorte de nouvelle ONU à part, tout en jouant le jeu des institutions internationales telles qu'elles existent. Et là, il y avait un accord visible entre les Indiens, entre Modi, Xi, et Poutine et les autres, on demande plus de droits de tirage au FMI, on demande à ce que l'Inde, quand même, c'est un pays d'1,4 milliard d'habitants, et ils ont l'arme nucléaire, et en fait, ils ont gagné aussi la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'ils ont un peu combattu l'armée britannique, bon, un petit peu. Puisque la thèse, c'est que ça gagne les vainqueurs. Bon, il y a toutes les raisons, puis c'est une puissance économique, évidemment, devrait siéger on a dit, au Conseil avoir un siège. Après, l'erreur, c'est Nehru qui a donné le siège le siège devait revenir à l'Inde, l'a donné à la Chine, hein. C'est aussi une erreur des Indiens. C'est aussi une erreur des Indiens. Mais en fait, ça n'avance pas. Ils font des demandes, j'ai l'impression, comme s'ils savent très bien que les Occidentaux vont dire, évidemment, si c'est le veto, ils l'auront jamais, hein. Et ce qui est délirant, en vérité, il faudrait une réforme. Et les BRICS poussent souvent l'Inde. En particulier même la France, hein, qui est pas dans les BRICS, pousse l'Inde là-dessus. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Mais donc, est-ce qu'en fait, sous couvert d'être mou, est-ce que les Indiens sont pas en fait à tracter d'une certaine manière pour construire autre chose? Vraiment. Je pense pour finir la question, je pense aux questions financières. Parce que je pense que l'Inde aussi a envie de ne pas être tributaire d'un seul acteur mondial pour ses échanges, pour ses achats et son commerce. L'Inde a quand même repéré qu'au moment où il y a eu la célèbre crise médicale il y a quelques années, il n'y avait plus d'alliés, il n'y avait plus rien, et que les gens se battaient sur les tarmacs d'aéroports pour quelques conteneurs de vaccins. Donc, à ce moment-là, les Indiens, c'est là où est né le plan Atmanirbhal Bharat, hein, où l'idée c'est de devenir indépendant, fermer ça, et il n'y aura pas de partenariat. Après, il y a un grand concept en Inde qui existe, c'est que globalement, l'Inde n'est pas un très bon allié géopolitique. Si demain vous avez un problème géopolitique, s'il y a une opération de maintien de la paix de casque bleu de l'ONU, l'Inde enverra des soldats, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, l'Inde fera un tweet très sympathique. Bonne chance, ça va bien se passer. Et s'il faut envoyer des couvertures de survie, on vous les enverra. Mais c'est à peu près ça l'implication de l'Inde. C'est un peu le cas avec l'Iran. C'est ça, globalement. Dès qu'il y a un gros conflit, c'est que les Indiens veulent surtout pas être dedans, voilà. Donc l'Inde est un partenaire géopolitique très mou. Par contre, l'Inde est un très très bon partenaire économique. C'est que si l'Inde vous dit ok, on va faire un business ensemble, voilà, c'est organisé. S'il y a un business avec les Russes, les Américains sont venus combien de fois dire aux Indiens arrêtez d'acheter du pétrole russe, ainsi de suite. Et les Indiens soit le font un peu à la dure en disant à la télé voilà, moi je suis élu, c'est les paroles du ministre des Affaires étrangères indien, Jay Shankar, qui dit voilà, moi je suis élu, mon gouvernement est élu par le peuple indien, je défends les intérêts de mon peuple. Est-ce que c'est intéressant pour moi d'acheter du brut russe? Oui, donc je le fais, c'est aussi bête que ça. C'est pas l'intérêt de la nation. C'est un concept français à la base, hein, je rappelle. Ici, ils ont du mal avec cette idée. Ouais, ça n'existe plus vraiment, mais bon, à la base, c'est un concept français. C'est vrai qu'il faut l'expliquer, c'est intéressant. Il y a des pays comme l'Inde où le gouvernement sert d'abord les intérêts de son pays. C'est ça. Ou alors, sinon, les Indiens peuvent aussi être extrêmement hypocrites. Ils vont dire aux Américains, bien sûr, nous avons compris, nous allons créer un moratoire qui va étudier la situation et nous reviendrons sous sisme. Ok, d'accord, ils font rien faire du tout, et puis voilà, ça t'a fait un truc. Le temps médiatique, politiquement, les Américains ont une victoire sur Twitter et puis ils passent à autre chose après. Donc, pour le coup, c'est un truc assez intéressant. Je parlais récemment avec un général de la DGSE qui est, on va dire, que les gens de mon école connaissent bien. Déjeuner avec lui cette semaine et il me disait ce qu'on avait du mal à comprendre, c'est que les services de renseignement indiens, même au niveau des services de renseignement, ils cherchent pas à faire des alliances entre pays. Ils cherchent à prendre un projet et à avoir un partenariat sur un projet. Et après, ils essaient de multiplier les projets. Ils voient pas comme un truc, c'est pas une approche top-down où on est alliés puis après on essaye de voir ce qu'on met dedans. C'est non, en fait, on va prendre un truc super concret.
on va s'acheter du pétrole, on va s'échanger des informations là-dessus, puis on va faire plein de projets. Et puis après, si on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets ensemble, bah, on devient allié un peu de facto, mais il n'y a même pas besoin de le dire, puisqu'on a tellement d'interdépendance que ce serait catastrophique de casser le rapport qu'on a ensemble. Le pays principal pour ça, c'est le Japon. Il y a tellement d'échanges technologiques, financiers, même le métro à Delhi fait par le Japon, le prochain TGV en Inde, le Shinkansen, c'est un projet japonais. Il y a tellement d'échanges qu'on pourrait pas s'embêter avec le Japon demain, quoi. Ce qui permet aussi de comprendre pourquoi Modi a fait le voyage et en Chine pour les 80 ans de la victoire sur le Japon, et juste au Japon. Ça a été reproché par certains en disant qu'il n'aurait pas dû faire à ce moment-là, mais bon, il y a quand même des... C'est pas notre problème, en fait. Oui, certain. C'est très amusant. Quid donc des États-Unis? Parce que si j'ai bien suivi, j'essaie un petit peu de suivre ce qui se passe en Inde et aux États-Unis, les géopoliticiens réalistes, comme Mersheimer, Jeffrey Sachs et quelques autres, se sont arrachés les cheveux. Alors pas Mersheimer parce qu'il ne reste plus beaucoup de cheveux, mais se sont arrachés les cheveux de l'attitude de Donald Trump avec l'Inde en disant ils viennent de casser 30 ans d'excellentes relations qui s'amélioraient, qui étaient très très bonnes, en faisant une guerre tarifaire que ne comprennent pas les Indiens. Et apparemment, j'ai l'impression que l'intelligentsia indienne est plutôt orientée vers l'Occident tendanciellement, et que ça les a vraiment énervés et qu'ils se sont sentis vexés, qu'ils sont très patriotes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose le ressentiment reste ou c'est passé? Non, il y a un peu un ressentiment. Ce qui est compliqué avec les Américains, c'est que ce qui est à eux, ce qui est à toi est négociable. Donc il y a zéro marge de manœuvre sur leur dossier, mais par contre, tout ce qui est lié avec l'Inde, on va beaucoup négocier. Ça, c'est un peu insupportable avec les Américains. Vous n'êtes pas les seuls. Ouais, ah oui, non, c'est le cas pour cette doctrine qu'ils ont partout sur Terre. On n'est vraiment pas les seuls à avoir ce problème-là. Et puis après, en fait, ce qui est compliqué avec les Américains, c'est, si je vais prendre un pas en arrière, c'est que ils changent très rapidement sur tout, même en termes de société. Si je prends un exemple, nous on est un pays très végétarien, moi je suis végétarien de naissance, ainsi de suite. Ils nous expliquaient que si on mangeait pas de viande il y a quelques années, on allait mourir. Et puis maintenant, un chien d'aveugle, c'est de l'exploitation animale et ils vont faire des trucs, disons des véganes extrémistes, ils changent très vite. Les noirs, c'est pas bien, ils peuvent pas s'asseoir dans les mêmes bus, et puis maintenant, il faut en mettre partout. Enfin, ça change. Le monde, même traditionnel occidental, le monde arabe, le monde africain, le monde asiatique, c'est un monde qui change. Mais c'est lent. Les Américains, ils changent tout le temps. Et ça, c'est insupportable. Au-delà de ça, on n'arrive pas à comprendre vraiment où est-ce qu'ils veulent aller. Et on le voit avec Trump, en fait. C'est le problème, c'est qu'il va, en gros, c'est des gars qui jouent à manipuler les marchés financiers et des shitcoins, excuse-moi l'expression. Il faut un jeu politique derrière. Là, il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose. La manipulation. Quand la guerre avec l'Iran commence, j'ai, on va dire, des services de différents pays qui m'écrivent la veille, RAM, machin, des psyops, hein, qui m'écrivent, bon, demain, ça va péter, parce que bon, tout le monde commence à le savoir, machin et tout. Et on discute et on dit, OK, où est-ce que ça va aller? Bon, ils disent, ça va dépendre du pump and dump sur les marchés. Et en fait, c'est plus des problèmes de géopoliticiens ou d'experts des renseignements ou de militaires ou de spécialistes des supply chains militaires. Ça devient un spécialiste de qui joue au golf avec ces gars-là et qu'est-ce qu'ils veulent faire au quotidien. Du coup, ça devient très, très illisible. Et ça, c'est compliqué pour des pays qui sont sur le temps long. C'est compliqué pour la Chine. Le jeu de la civilisation, la fatalité de la géographie, enfin des trucs, des concepts super lourds en fait de géopolitique. Où là, c'est des gars qui jouent avec des bitcoins. C'est un peu compliqué. Après, les Américains, le problème qu'ils ont eu aussi, c'était l'année dernière, on a eu un gros accrochage avec le Pakistan. Ils ont soutenu le Pakistan. Là encore, pour l'Iran, ils choisissent le Pakistan pour les négociations, qui est quand même un pays qui est le nexus mondial du terrorisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe terroriste sur Terre. On a pensé que Modi, comme il a des bonnes relations avec Netanyahou, comme il est dans les BRICS, ça serait cohérent qu'il soit... Ouais. L'Inde a de bons rapports avec l'Iran, même en général. Ouais. Il y a pu y avoir des frictions, et avec Israël à la fois, et avec la Palestine. Modi a la plus grande distinction de la Palestine pour un civil. Il y a cette rumeur qui court que ils auraient trahi les Iraniens en informant les Américains de la sortie du bateau iranien qui était coulé. Non, pas du tout. La frégate ça sent un peu bizarre comme histoire. Pourquoi l'Inde ferait ça? En plus, surtout, c'est des trucs qui sont visibles par satellite. Il n'y a pas de renseignements à avoir sur des bateaux. Oui, c'est un truc. Tout le monde sait. Les bateaux sont suivis tous en permanence. Pas besoin d'informations comme ça. Il n'y a rien à gagner à faire ça. Il y a quelqu'un qui a fait courir le bruit.
Non. Ah oui, mais après, il y a beaucoup de psyops. Après, les plus grosses opérations de psyops qu'il y a sur l'Inde actuellement, elles touchent la France, puisque c'est sur le Rafale. C'est depuis un an, la plupart des attaques, c'est que juste avant la guerre avec le Pakistan, Modi et Trump se voient, et Trump dit devant Modi, cet homme va m'acheter des F-35 cette année. D'où et après, il y a une campagne contre les intérêts français super important. Il y a un article dans CNN qui a été publié que les services d'enseignement français avaient parlé à CNN en disant qu'on avait perdu je sais pas combien de Rafale. Les services d'enseignement français ne parlent pas à CNN, surtout pour pas, et encore moins pour dire ça. Enfin, bref, ils sont partis dans un truc complètement lourd contre la France. Et puis après, en ce moment où il y a une énorme vague en fait des Américains de polariser les Indiens contre les Français. Donc il y a tous les, vous savez, ces anciens gars de la CIA qui ont jamais vraiment quitté la CIA, qui parlent sur tous les podcasts, ainsi de suite, indiens. Et quand vous leur demandez quels sont, je peux te retrouver la séquence si tu veux, quel est le pire ennemi des États-Unis, ainsi de suite. L'Indien, il attend comme question la Russie ou la Chine, et ils disent les Français. Ils disent c'est la DGSE, le pire ennemi des Américains, c'est les pires sur Terre, c'est les plus méchants, ainsi de suite et tout. Donc il y a une polarisation sur ces podcasts-là. Podcasts sur lequel va passer Macron quelques temps après. Hein. Les podcasts indiens sont d'énormes podcasts, on les connaît pas en France puisqu'ils sont en anglais, mais ils ont Elon Musk, Macron, ainsi de suite sur les podcasts indiens. Hein. Est-ce que l'Inde, c'est une impression, est-ce que l'Inde fait un monopole sur le médicament, un peu comme la Chine fait sur les terres rares, pour avoir un levier au cas où? Un peu de ça. Je me suis rendu compte, parce que c'est l'impression que ça me l'avait, justement, que pas que l'Inde le fait, mais au moment de la crise Covid, il y a eu une petite impression que, enfin moi j'ai cette impression que l'Inde a un vrai levier. Si un jour il y a un problème, de dire, mais vous êtes sûr que vous voulez des À la base, c'est pour de l'argent. Hein. À la base, c'était vraiment pour gagner de l'argent. Là, concrètement, mais maintenant, quand on a une grosse partie de la production mondiale, et je crois surtout le pire sur les vaccins, je suis pas expert, mais je crois que c'est 50-60% des vaccins sur Terre sont fabriqués en Inde. Même si des fois ils sont faits sous licence. Et du coup, quand il y a eu une crise comme il y a quelques années, effectivement, c'est un moyen de savoir, les Brésiliens qui sont dans les briques, ils ont été livrés en avance. Puis après, après c'est un arbitrage. Donc, suivant plein d'autres choses, ça permet de le faire. Et puis, l'Inde peut négocier des ressources naturelles à des prix plus avantageux ou à être livré en priorité avec la diplomatie du médicament. Après, l'Inde n'a pas non plus, enfin voilà, si on paye, on paye. Il n'y a pas de, même quand il y a eu des problèmes, même au Pakistan, qui est un pays sur le papier ennemi, l'Inde a donné des médicaments s'il le fallait. À la fin, ça reste des êtres humains, donc et du business. Mais ça existe un peu, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France tisse de meilleures et plus profitables relations avec l'Inde? Finalement, le plus dur a été fait. Il y a de bonnes relations avec l'Inde. J'ai connu une époque, quand j'ai commencé ma carrière, c'était plus compliqué. Il y a même eu quelques mois où les deux ambassades se parlaient plus. Pour vraiment des raisons d'égo, hein, pour des trucs de visa, quoi. C'était des trucs débiles. Et globalement, maintenant, ça se passe bien, mais je pense qu'il n'y a pas assez de Français en Inde. Il y a un peu d'Indiens en France, mais la plupart des Indiens en France sont manière temporaire. Ils bossent chez Capgemini ou chez TCS, où ils sont étudiants, ils font cordon bleu, et puis il reste quelques années, et puis ils s'en vont. Il n'y a pas une grosse diaspora. Quand j'étais petit en France, il y avait quelques familles du nord de l'Inde. Puis après, il y a les Pondichériens, mais ils sont français au final. Ils sont les deux. Mais je pense que effectivement, il faut qu'il y ait plus de Français qu'en Inde. Après, l'Inde, c'est un peu le pays le plus facile du monde. Et puis, c'est une mauvaise image, comme on expliquait, à cause de toutes les campagnes anti-indiennes qui existent. Si vous êtes dans des bureaux à la Défense là-bas, et vous dites qu'il veut aller à Sydney ou à Singapour, il y a beaucoup de mains qui vont se lever. Aller à Vizag ou à Hyderabad, il y a beaucoup de mains, mais c'est des villes très, très sympas à vivre au final. Donc, je pense qu'il y a plus de choses à faire. Et puis après, il y a un mindset français qui est que quand les boîtes, il y a beaucoup de boîtes françaises qui font beaucoup d'argent en Inde. Des Schneider Electric, des Pernod Ricard, des Decathlon, des Airbus, et ainsi de suite. Mais dès qu'ils réussissent, ils ferment un peu la porte derrière eux, puis ils veulent pas trop communiquer qu'ils font beaucoup d'argent en Inde. Donc les gens qui parlent de l'Inde, c'est plutôt les boîtes françaises qui se sont cassées les dents en Inde. Il y en a aussi beaucoup qui ont pas réussi pour diverses raisons. Donc il y a peu de communication derrière. J'ai une très bonne copine qui dirige la chambre de commerce franco-indienne. Je sais plus, mais je crois qu'elle a 700 membres. Les Allemands, ils en ont 5000. Parce qu'ils ont des armées de PME de la Ruhr qui arrivent en meute, et les Français en Inde se donnent les bons coins pour aller dîner, les Allemands se donnent les bons coins pour aller vendre des trucs. Voilà. Il y a une communauté française qui est sympathique, qui se file des bons trucs pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire ce week-end, mais les Allemands, s'il y en a un qui arrive à vendre un boulon dans une boîte, il va appeler son copain qui fait des joints, il va essayer de le vendre derrière, alors que les Français, j'ai trouvé un gars qui m'a fait un chèque, et j'en parlais à personne. C'est un mindset un peu différent, on va dire.
chez les Français. Et puis après, il y a un gros problème chez les boîtes françaises, c'est qu'ils croient dans un truc qui n'existe pas, qui s'appelle la croissance organique, qui est le fait de je vais aller en Inde, je vais ouvrir un petit bureau avec 2 VIE, et puis après on va grossir avec... non. Si vous êtes une boîte du CAC 40, il faut arriver en Inde avec des moyens, faut arriver avec des beaux bureaux, des trucs, faut avoir l'air impressionnant. Les Américains sont très forts pour ça. Les Américains font l'inverse, c'est fake it till you make it. Ils arrivent avec plus que ce qu'ils n'ont en vrai. Les Français arrivent... Ils jouent... En fait, j'ai cette expression souvent, c'est boxer en sa catégorie. Ça sert à rien de boxer au-dessus ou en dessous, mais il faut boxer dans ce qu'on est. Sur une boîte du CAC 40, il faut avoir des gros bureaux, montrer qu'on a des moyens, ainsi de suite. Voilà. Puis la plupart des Français, quand ils vont en Inde, ils vont une fois tous les 2 ans, ils restent 4 jours, et puis il n'y a pas de suivi derrière. Ça reste un pays qui est gros. Faut le voir comme un pays gros, faut s'investir, faut mettre de l'argent. Et c'est la force d'autres pays. Même si je prends des pays très proches, hein, les Belges ou les Suisses, je pense, sont le meilleur exemple à avoir sur ce qu'il faut faire en Inde. Ils ont, c'est un pixel, hein, la Belgique pour un Indien sur une carte, mais la manière dont les Belges bossent en Inde, c'est très très impressionnant. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de patriotisme des impôts. Ouais. C'était pourquoi? C'est en fait de le rappeler au cas où. Non, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué l'année dernière, parce que c'est un débat qu'on a beaucoup en France sur les dépenses publiques et sur les impôts et ainsi de suite. C'est que ça va prendre 2 minutes à expliquer, mais tu vas voir que c'est un truc qui permet de justifier. C'est un effet positif complètement invisible du patriotisme économique. C'est que l'Inde, historiquement, politiquement, la classe politique indienne veut être élue. C'est une démocratie. C'est une démocratie qui marche bien. Il n'y a pas de triche massive dans les élections, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment que les gens votent. Donc, globalement, la stratégie des Indiens, pendant très très longtemps, ça a été on va s'assurer que le 1% des gens les plus riches soient contents. Parce que c'est eux qui ont les emplois, l'argent, machin, donc on va s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et puis après, c'est un pays de pauvres. Donc on va faire des trucs pour des pauvres. Donc c'est pour ça qu'on est un pays très socialiste. Et globalement, c'est des trucs en disant, voilà, vous avez 10 heures de coupure de courant par jour, on va le réduire à 1 minute. Et ça a marché. Vous n'avez pas de toilettes, on va faire des toilettes. Il y a 99%, je crois, de toilettes maintenant en Inde, ce qui était un gros problème il y a encore 10 ans. Vous coupez du bois pour faire à manger, on va mettre du gaz naturel. Puis toutes les politiques en fait de base, ainsi de suite, il y a des trucs qui n'ont pas marché aussi. Par exemple, il y avait un grand plan en Inde pour avoir l'eau potable partout. Je ne conseillerais pas de boire l'eau du robinet partout en Inde. Hein. Ça, pour le coup, il y a du bon et du moins bon, comme partout. La 5G a très bien marché, voilà, pour le coup. Et du coup, ça allait pour des gens pauvres. Mais maintenant, il y a une middle class en Inde. Il y a 600 millions de gens qui font partie de la middle class en Inde. Ce qui est pas la moitié, mais c'est fait 600 millions de gens. Et ils votent, ainsi de suite. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et eux, électricité... Je rappelle, l'Europe, c'est 440 millions. C'est ça, ouais. Voilà. Et puis après, dedans, il doit y avoir 40 millions de gens en Inde qui sont très riches. Ce qui fait 3% de la population, mais c'est des gens qui ont vraiment un niveau de vie très impressionnant. Ce qui fait la population adulte française, en gros. Et du coup, ces gens-là, ils ont eu des demandes très différentes. Ils ont dit, voilà, nous, on veut du bien-être, on veut du confort, on veut plein d'autres choses derrière. Et puis, un truc qu'on remarque quand même, c'est que les gens très riches ne payent pas d'impôts, parce qu'ils ont des sociétés et puis ils arrivent à s'en sortir. Les gens pauvres ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ils sont en dessous du truc minimum. Et en fait, nous, on paye pour tout le monde. Un peu comme dans beaucoup de pays. Et du coup, la ministre de l'économie indienne, des finances, qui est là depuis 10 ans, qui est une superstar du gouvernement indien, Nirmala Sitharaman, a fait un truc l'année dernière, et là on voit la force du pays, c'est que en France, quand il y a une négociation sur n'importe quelle règle, on veut bouger un truc de 2%, on veut bouger une date de départ à la retraite de 2 ans, ensuite c'est toujours des trucs à la marge. Là, elle est arrivée, elle a dit, ok, c'est quoi le palier minimum, on paye des impôts en Inde. Donc c'est l'équivalent en français du SMIC en fait, c'était, je crois, 200, un peu moins de 300 euros par mois. La roupie a beaucoup changé dans l'année, donc c'est dur de faire des conversions. Et ils l'ont bougé à 1000 et quelques euros. Donc c'est un rapport de 1 à 4, plus que 1 à 4. C'est comme si en France, aujourd'hui, on arrivait, on disait, voilà, je sais pas, on payait des impôts à partir de quoi, 1600 euros en France peut-être, je sais pas. Maintenant, ça va être 6000 euros. C'est qu'en fait, tous les gens qui gagnent moins de 6000 euros, ils payent 0% d'impôt sur le revenu. Et à 6000 euros, on commence à payer. Donc le gars qui gagne 10 000 euros, qui est chirurgien par exemple, il paye sur les 4 000 restants, puis c'est progressif, donc il paye pas grand-chose. Donc il faut vraiment gagner 25 000 euros pour vraiment payer des impôts sur le revenu et que ça soit 30% de l'assiette. Alors pourquoi ça a marché? Alors du coup, c'était vu comme un truc, oula, c'est fait pour gagner des votes, de la middle class. L'État va avoir un manque à gagner qui est stratosphérique en termes de revenus, parce que c'est 600 millions de gens, on va pas leur prendre de l'impôt sur le revenu de suite. Ça marchait parce qu'il y a du patriotisme économique. Parce que quand vous avez un pays où il y a beaucoup de patriotisme économique, c'est que tout est fait dans le pays, tout est acheté dans le pays, et si un truc vient d'ailleurs, il est taxé en droits de douane de manière à 70%. Donc au final, si le gars veut l'acheter, il a payé 70%, c'est plus que les impôts au final. Un peu de protection. Et en gros, ça augmente énormément la vélocité de la monnaie. C'est la vitesse à laquelle la monnaie circule. Les gens ont plus de pouvoir d'achat immédiatement. Et ça s'est fait, elle est arrivée au budget avec cette enveloppe rouge. Elle a dit voilà, c'est ça la nouvelle règle, et c'était fini, quoi. Et les gens ont appris, toute la population indienne a appris que maintenant, le palier pour payer des impôts, c'était en gros l'équivalent de 6 000 euros.
Et en plus, j'imagine que si on étudie, enfin, c'est une supposition, il faudrait étudier finement, mais avec la circulation de la monnaie, il y a plusieurs étapes où il y a la récupération par la TVA. Bien sûr, Et il y donc, a une TVA de 18%. Et remboursé Exactement. après, en fait. En fait, le truc, c'est que les impôts, c'est bien, mais on peut pas en avoir partout. Faut en prendre quelques-uns qui soient des gros points de péage, et après, on essaie de faire circuler l'argent tant qu'on peut, et on tape l'argent à quelques endroits. Mais en France, on tape de l'argent à tout micro-endroit jusqu'à ce qu'on meure et que. Non, mais c'est vrai que le problème en France, c'est que ça marchera pas parce qu'il y a beaucoup trop de choses qu'on achète ailleurs, en fait. Ouais. D'où le fait, c'est pour ça que c'est une ode au patriotisme économique, c'est qu'une des raisons d'avoir, en fait, de faire des choses en interne et d'avoir des droits de douane importants, c'est que ça permet de jouer avec ça et d'avoir une politique fiscale ultra souple. Il y a aussi ce qu'on fait de l'épargne. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Inde, mais le problème aussi, c'est quand les gens ont un peu de sous et des classes moyennes, on épargne beaucoup en France. Très, très gros pays d'épargnants, énormément d'argent, en fait, mais dans l'immobilier. Qui sert à rien. Oui, mais aussi sur les assurances vie, beaucoup d'assurances vie. Ouais. Et en fait, c'est de l'argent qui sert à pousser l'économie américaine, mais il sert à rien ici. Je sais pas si en Inde, parce qu'il y a des gens qui doivent épargner, donc peut-être qu'il y a des systèmes qui permettent de... Il y a beaucoup d'or en Inde. La plus grosse réserve d'or sur Terre, c'est les femmes indiennes, comme on dit. Après, il y a beaucoup l'immobilier, les terres agricoles. Ouais. Difficile à voler, si ça part. Maintenant, il y a un peu la bourse, parce que la bourse en Inde rapporte énormément d'argent. Donc, il y a un peu de tout, en Inde, ouais. Ok. Bon, Ram, merci beaucoup. C'était extrêmement instructif. Je pourrais rester beaucoup plus longtemps, mais bon. Merci aussi pour l'aide que tu as proposée à Fréquence Populaire pour le déplacement en Inde. Vous serez les bienvenus. Dites en commentaire ce que vous voulez voir en Inde. Comme ça, un peu avant, je préparerai des interviews. Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Ne sortez pas que les trucs globalement par tout le monde, mais les trucs... Ce qui est en Inde n'est pas vu. Il n'y a pas d'étrangers en Inde. Si vous êtes dans des endroits sympas, vous verrez jamais d'étrangers. Il y a une règle en Inde, c'est que si vous voyez un étranger quelque part, c'est qu'il faut pas y aller. C'est un des rares pays au monde sur lequel vous ouvrez le Lonely Planet, le guide du routard. C'est tous les endroits où il ne faut absolument pas aller. Le pire quartier de Delhi s'appelle Pahalganj. J'ai vécu un peu quand j'étais petit. C'est là où il faut pas aller. En gros, c'est l'endroit où les gens de Delhi ne vont jamais. C'est un peu comme si les gens venaient faire du tourisme à Paris et allaient, j'ai rien contre Grigny, mais ils allaient à Grigny faire du tourisme. Les endroits sympas en Inde, il n'y a pas de tourisme. Il y a du tourisme, mais que des Indiens. Et après, il y a un peu des Japonais, des Coréens, des Russes. Aussi, les gens qui vont là, on se lance la peinture en l'air. Là. Ça, c'est partout. Holi, c'est partout. C'est une fête, c'est dans tout le pays, ouais. Mais même ça, il y a des endroits mieux pour le faire. Question qui revient, là, j'ai vraiment envie de te la poser, désolé. Ouais. C'est comment j'ai oublié le nom de cette fête qui a lieu tous les 12 ans, et puis tous les 12 fois 12 ans, donc tous les 144 ans. J'étais allé, c'est l'année dernière. C'est ça, c'est l'année dernière, mais les chiffres, c'est délirant, c'est 60 millions de personnes. Non. Qui arrivent, qui repartent. Non. C'est genre 600 millions de personnes. 60, c'est la population grosse, c'est rien. Ah oui, c'est ça, pardon. C'est tous les 12 ans, c'est 60 millions, et là, c'était le délire. Comment tu avais fait? Parce qu'ici, tu as un problème de train tout le temps. Là, il y a 600 millions de... Allez, c'est un chiffre délirant. C'est délirant, en fait. C'est 1,5 fois tous les Européens de l'Union européenne sont allés au même endroit, en gros. Genre un méga Woodstock. Ouais. Et ils sont repartis. Et j'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de morts. Il y a dû y en avoir parce que c'est... Ouais, 30. Mais en fait, si on regarde par rapport à la population, il y a eu moins de morts là que s'ils étaient restés chez eux. Et comment ils ont fait? Il faut dormir, manger, les gens ont des besoins. L'Inde sait faire du scale. L'Inde, c'est un pays qui est vu comme très chaotique de loin. C'est sidérant, en fait. Et qui est ultra organisé au final. Ouais, parce qu'il faut. Mais c'est super bien organisé. Moi, j'y étais, j'y ai passé 3 jours. On n'arrive pas à faire ça. Il y avait une ambulance tous les 50 mètres, il y avait de la nourriture, des trucs ainsi de suite. Il y a eu un mouvement de foule, mais bon, c'était un peu, il peut toujours y avoir un mouvement de foule. Mais globalement, ouais, c'était super bien organisé. Mais l'Inde, c'est faire des trucs terroristes doit être sur 600 millions. Il y avait un risque énorme, il y avait des flics partout, beaucoup de flics en civil derrière, beaucoup de drones. C'était la première fois. C'est barjot quand même. En vrai, pour un Européen. Ça, plus poser... c'est le plus grand rassemblement humain de l'histoire de l'humanité. Oui, de très loin. Ouais. Sidérant. D'abord, sur la plaine du Gange. Et l'envoi de ce véhicule lunaire dont je ne retiens jamais le nom parce que c'est... Chandrayaan. Voilà. C'est assez incroyable. Ouais, l'Inde, c'est un peu ça. Mais en fait, c'est ça, l'Inde. C'est un truc ancestral où des gens vont faire un pèlerinage comme il y a 4000 ans. Et puis après, faire de la tech un peu complexe. Oui, mais c'était 10 000 il y a 4000 ans. C'était pas 60 millions. Ah, il y avait quand même des villes de 500 000 habitants en Inde dans l'Antiquité. Hein. Ça a toujours été... la plaine du Gange a toujours été l'endroit le plus peuplé sur Terre. Bon, encore une fois, merci. Toi, Georges. On se voit à Delhi. On se voit à Delhi. Ça, c'est... Dites ce que vous voulez voir en Inde. Dites ce que vous voulez voir. J'organise ça. Et on se voit à Delhi, mais on va faire aussi un tour en Inde. On va venir
Faut pas plus faire que longtemps daily. Ouais. pour faire quelques reportages et puis aussi des choses encore une fois, qu'on ne voit pas ici, qu'on a un peu évoqué aujourd'hui. Merci encore. Merci à vous. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Voilà. Ram vous demande, commentez. Faites connaître. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné sur YouTube ou là où vous regardez, sur Twitter, abonnez-vous sur les autres réseaux sociaux. Nous, ça nous aide. Et je vous rappelle, nous avons notre fil, notre site numérique, fpop.media. C'est gratuit. Vous pouvez lire des très très bons articles. Encore un de Jacques Sapir qui sort sur la situation de la crise, les conséquences de la crise iranienne sur l'économie mondiale. Lui aussi enseignant à l'école de guerre économique avec Ram, un collègue. C'est gratuit. Il vous suffit juste de renseigner un email. Et puis pour ceux qui veulent bien nous gêner, eh bien vous avez la page Tipeee en bas de cette vidéo, notre page Stripe, où vous pouvez prendre un abonnement volontaire sur fpop.media. Merci à tous, excellente journée. Namaskar. Et rendez-vous en Inde.